13h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le journal de la mi-journée. Plus de 4 milliards de francs CFA pour améliorer la fourniture d'électricité dans la commune d'Assini. Une enveloppe dégagée par le gouvernement ivoirien pour le mieux-être des populations. Assini, notez-le, est confronté à divers problèmes d'électricité, notamment des branchements anarchiques. Lutte contre le VIH-Sida, des progrès enregistrés, mais également des défis à relever. Le ministre de la Santé, Jenaka Awele, a évoqué le sujet vendredi dernier avec une délégation du PEPFAR, le compte-rendu de la réunion de travail dans ce journal. Et puis en Tunisie, la campagne pour la présidentielle a officiellement démarré aujourd'hui, 2 septembre. L'élection est prévue pour le 15 septembre prochain. 26 candidats sont en lice. Ils ont 12 jours pour convaincre les 7015 électeurs attendus aux urnes. Et on démarre tout de suite avec cette information. Sachez que pour maintenir un climat de paix en Côte d'Ivoire, le gouvernement a ouvert un dialogue avec l'opposition sur la nouvelle réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante. À cette rencontre, l'opposition était représentée par le Front populaire ivoirien et la Ligue des mouvements pour le progrès. La partie gouvernementale était représentée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui assure l'intérim du ministre de l'Intérieur. Et justement, je vous propose à cet effet d'écouter le porte-parole de l'opposition. Ce jour, nous sommes donc à la deuxième phase de ces négociations en vue de trouver une solution qui puisse permettre aux négociations de se poursuivre, puisque la question de la réforme du cadre juridique institutionnel des élections ne se limite pas à la question de la CEI. Nous avions souhaité qu'une ordonnance soit prise de manière à ce que la loi soit modifiée. Le gouvernement nous a indiqué que cette loi venant de faire l'objet d'un vote par les 2 chambres du Parlement il n'y a pas longtemps, Parlement qui est la seule autorité à voter les lois, le président de la République serait mal fondé de prendre par ordonnance une mesure qui viendrait en contradiction du vote de l'Assemblée. Ce qui peut être fait pour améliorer la présence de l'opposition devrait être examiné dans le sens du choix du président de la CEI et de la présence de l'opposition dans le bureau de la CEI. Plus de 4 milliards de francs CFA pour améliorer la fourniture d'électricité dans la commune d'Assini. C'est une enveloppe dégagée par le gouvernement pour le mieux-être des populations de la dite commune confrontée à divers problèmes d'électricité, notamment les branchements anarchiques. Eh bien, les travaux ont démarré pour régler la question. Et c'est avec Davis Oyo et Mamba Traoré qu'on en parle. Quartier Pongo 2 dans la commune d'Assini Mafia. Dans cette zone non électrifiée, les branchements anarchiques font la loi. C'est dans ce décor que vit Miezan et sa famille depuis près d'1 an. Il y a de très belles maisons ici, mais le quartier n'est pas éclairé. Nous sommes obligés, pour éclairer nos maisons, de tirer le courant. Du dernier poteau chez moi, ça fait 250 mètres. Je suis obligé de payer les filles de 250 mètres pour pouvoir avoir le courant chez moi. D'autres vont jusqu'à 350 mètres, ceux qui sont derrière. Et vraiment, c'est difficile. Ce n'est pas seulement au quartier Pongo 2 que les fils électriques côtoient dangereusement le quotidien des populations. Ils sont légion dans toute la ville, même dans les secteurs déjà reliés au réseau électrique. À Assini Mafia, le courant connaît des coupures intempestives et même des baisses de tension. Un handicap au développement de cette destination touristique prisée. Afin de résoudre la problématique, l'État par l'entremise de Côte d'Ivoire Énergie est à l'œuvre. Depuis septembre 2018, il a été entamé la construction des postes de réflexion à Assini Mafia et à Assouindé. Assini a été alimenté depuis très longtemps. Aujourd'hui, les équipements sont vieillissants et le réseau aussi, avec vraiment le fait qu'Assini soit déclaré comme site touristique. On a des gros clients qui sont installés à Assini avec de gros équipements. Donc aujourd'hui, c'est vrai, la charge aussi ne suffit pas. Et l'État a décidé d'investir 3,8 milliards pour la sécurisation et le renforcement du réseau d'Assini. Ces travaux ont démarré en septembre 2018, mais prendront fin en fin novembre 2019. Au-delà de l'alimentation, il y a des programmes de facilitation de l'accès, pour développer l'accès à l'électricité
qu'on a souhaité présenter à nos populations pour qu'ils sachent l'importance des actions qui sont menées par le gouvernement pour faciliter, pour améliorer les conditions de vie. Les besoins en énergie de la commune d'Assini s'élèvent à 1856 MW. Les travaux en cours permettront de réaliser une ligne aérienne de 52 km à partir du village d'Abrobakro jusqu'à Assini en passant par la ville d'Adiaké. Cette ligne va assurer une alimentation secondaire du courant électrique à Assini. En attendant la fin des travaux, des lampes de basse consommation ont été distribuées aux populations pour réduire leur consommation électrique. Lutte contre le VIH-Sida, des progrès enregistrés, mais également de nombreux défis à relever. Le ministre de la Santé, Jenaka Awele, a justement évoqué le sujet. C'était vendredi dernier. Il était en séance de travail avec une délégation du PEPFAR. Compte rendu, Salima Toudia. 2,8%, c'est la prévalence du VIH en Côte d'Ivoire au sein des 15-49 ans, contre 3,6% en 2010. Une estimation en baisse et des progrès que note la délégation du PEPFAR en réunion de travail avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre de la lutte contre le VIH. La Côte d'Ivoire s'est inscrite dans une vision mondiale pour éradiquer le sida d'ici 2030. Les stratégies de lutte pour faire baisser la charge virale chez les personnes atteintes sont de mise. Nous avons une opportunité avec le nouveau traitement TLD, le dolutegravir, disponible ici en Côte d'Ivoire. Nous devons juste accélérer la mise au traitement des patients vivant avec le VIH sur le dolutegravir. L'idée est que les patients qui sont sous TLD, dès qu'ils deviennent beaucoup plus stables, ils vont moins visiter les formations sanitaires. Et comme ça va donner l'opportunité aux prestataires des soins de faire autre chose. L'engagement du gouvernement est total dans cette lutte qui est menée et nous sommes donc ici pour exécuter une sorte de feuille de route que nous nous sommes donnée avec une nouvelle équipe. Cette équipe, c'est le directeur général de la santé, c'est le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le sida. Le ministre de la Santé a aussi rassuré du renforcement de la gratuité des soins avec une couverture maladie universelle au profit des patients. Une semaine après le lancement de la vaste opération de déguerpissement et de nettoyage sur le boulevard Nangui-Abrogwa, quel est le nouveau visage que présente cette artère principale de la commune d'Adjamé? Eh bien, pour répondre à la question, une de nos équipes de reportage a fait un tour sur le terrain. Mamadou Kouassi. Forum d'Adjamé, il est 7 heures. Cet endroit qui grouillait autrefois du monde à 7 heures est désert. Il s'est vidé de son monde habituel avec eux. Tout le dispositif pour la commercialisation à l'arraché pour ces commerçantes ambulantes. Nous ne sommes pas sur la route, sur la grande voie c'est d'accord, mais nous sommes dans le quartier. Voilà la rentrée qui est arrivée, nous on a des enfants, où on se débrouille là, tout est cassé. Comme c'est à côté du marché, si on peut se débrouiller dans les assiettes seulement, on peut mettre un peu, pour vendre matin seulement, on lui demande pardon. Dès qu'on est venu à 4 heures, on n'a pas trouvé le bagage, ils ont tout ramassé. On sait qu'on laisse la route, mais on fait comment? On n'a pas les moyens aussi pour prendre les magasins. Même décor au carrefour de la grande mosquée d'Adjamé. Les étals encombrants ont été débarrassés toute la nuit. Ce tableau est le résultat de l'opération de déguerpissement et de nettoyage menée par la mairie d'Adjamé. Une opération pour assainir le boulevard Nangui-Abrogwa et faciliter la fluidité routière. Ce qui réjouit la population riveraine et autres usagers. Aujourd'hui, si un client vient vraiment ici, ça sera facile de rentrer au magasin. Vraiment, on perd nos clients parce qu'il n'y a pas de passage à Adjamé. À cause des commerçants, la route est bouchée, pour passer c'est un peu difficile. Mais ce matin, ça nous a paru un peu bizarre. Bon, on est venu, tout est libre, on circule normalement. Bon, c'est surprenant quoi. Si ça pouvait continuer comme ça. Sur le terrain toute la nuit, pour s'assurer la bonne exécution de cette décision, le maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaoro, soutient que cette opération de déguerpissement sera pérenne. Nous avons émis une mise en demeure qui a expiré dans le mois de mars. Et nous avons, après le mois de mars, nous avons commencé à sensibiliser les commerçants par rapport à leur déguerpissement. Alors aujourd'hui, c'est ce fait, nous avons commencé l'opération qui va durer pendant 3 mois. Une brigade municipale de 300 éléments a été créée en vue d'accompagner cette opération de déguerpissement et de nettoyage. Les commerçantes ambulantes ne sont pas les seules concernées par cette opération de nettoyage et de déguerpissement. Les mini-cars, appelés communément Gbaka,
sont aussi interdits d'accès au carrefour de la grande mosquée d'Adjamé, désormais invités à déposer leurs clients au niveau de la gare Rennes. L'équipe municipale bénéficie du soutien du commissaire Yacinthe Oufoué, nouveau patron du 3e arrondissement d'Adjamé, engagé dans le déguerpissement du boulevard Nandia Brogua. Après cette artère principale, le boulevard Mitterrand sera la prochaine étape, la voie menant de la Liberté jusqu'à l'immeuble Mirador. Construction d'écoles, de routes et d'orphelinats à Kong. Autant de priorités inscrites cette année au programme du Conseil régional de la région du Tchologo. La 3e session ordinaire s'est justement penchée sur ces questions essentielles et le président du Conseil régional, Téné Birahima Ouattara, a exhorté les cadres à l'Union pour le développement de la région. Charles Tatou. C'est une équipe du conseil régional au grand complet mobilisée pour œuvrer en faveur du bien-être des populations de toutes les localités de la région du Tchologo qui est venue siéger dans la ville de Kong sous les regards des membres du corps préfectoral. Comme priorité au programme des projets de développement au titre des années 2020, 2021, 2022, des constructions d'infrastructures scolaires, sanitaires et de barrages agricoles. Des travaux de reprofilage des pistes villageoises, puis la dotation des villages en pompes hydrauliques villageoises pour une enveloppe globale de plus de 4 milliards de francs CFA. Autre priorité arrêtée, des actions sociales au profit des élèves, des jeunes, des femmes et des orphelins. Il s'agit de l'octroi d'un fonds à hauteur de plus de 650 millions de francs CFA pour des prix d'excellence, des dons de matériel agricole, d'équipements sportifs, des subventions pour les orphelinats de Ferké et Wangolodougou. Appelant les cadres du Tchologo à l'unité et à la cohésion sociale pour la réussite de toutes ces actions, le président du conseil régional, Téné Birahima Ouattara, rassure les populations de la disponibilité de son équipe du conseil à répondre à leurs aspirations. Nous voudrions nous adresser aux jeunes et aux femmes qui sont au centre de nos préoccupations. Ayez confiance en vous, ne baissez jamais les bras. Pour notre part, et nous insistons là-dessus, le Conseil ne ménagera aucun effort pour être votre soutien et être à l'écoute de vos aspirations. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous en a donné l'exemple à travers ce qui a été fait en Côte d'Ivoire depuis 8 ans. Et je peux vous assurer, chère population, que nous nous inscrivons dans cette façon de faire, car nous sommes avant tout des agents de développement, avant d'être donc des politiques. Pour sa détermination affichée quant aux actions de développement en faveur de sa région, un prix d'or du meilleur agent de développement a été décerné au président du conseil régional, par ailleurs ministre des Affaires présidentielles, par une ONG d'action de développement de la région. Bientôt, un nouveau marché à Yamoussoukro d'une capacité d'accueil de 3200 places. La construction de ce marché est à mettre à l'actif du conseil municipal. Coût au global de réalisation 1,5 milliard de francs CFA. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. Le marché central de la capitale politique a 6 fois été victime d'incendies. Un marché devenu également exigu au fil des années. L'occupation des trottoirs, puis des rues de Yamoussoukro par les commerçants afin de mener leurs différentes activités n'est pas une solution durable à encourager. Sensible à la situation, le maire de la commune annonce la construction d'un nouveau marché de 3200 places au quartier Nzouessi. Il faut donc chercher un autre marché pour ces femmes-là, ces braves femmes qui travaillent pour aider leurs maris, pour élever les enfants. Elles sont à féliciter, elles sont à encourager. Et c'est pourquoi le conseil municipal a entrepris de leur donner un marché. Nous souhaiterons que ce marché-là puisse être fini pour qu'elles puissent intégrer le marché. Les commerçants placent beaucoup d'espoir en l'avènement du futur marché de Nzouessi. Pas plus tard que hier, j'avais des commerçants devant moi qui devaient être déguerpis dans un espace. Ils sont plus de 150 personnes, alors nous n'avons pas de solution pour eux. Je leur disais comme ça, calmez-vous parce que monsieur le maire demain va faire le lancement, la construction des marchés. Et donc, on prévoit vous installer dans ces marchés. La municipalité soutient
que la construction de marchés de proximité dans les quartiers est la solution pour permettre aux commerçants de Yamoussoukro d'exercer dans de meilleures conditions. Grâce au système BOT, un opérateur économique va construire, exploiter et ensuite transférer à la commune le marché de Nzouessi. Ce marché va coûter 1,5 milliard de francs CFA et offrira 1600 places dans sa première tranche, prévue pour être livrée dans 1 an. Et on enchaîne avec des bonnes nouvelles. En projet depuis 2005, la construction du centre de santé de Zinzenou, dans la sous-préfecture de Yakassé, département d'Abengoro, est désormais une réalité. La construction de l'infrastructure à Zinzenou a coûté plus de 70 millions de francs CFA et devrait faciliter aux villageois l'accès aux soins. C'est un don de la mutuelle de Zinzenou appuyé par le conseil régional. C'est ce que nous dit Soro Corona. Tiemele Delphine, retraitée, vit depuis 5 ans à Zinzenou, village du département d'Abangourou. Elle souffre de l'hypertension artérielle. Pour veiller sur sa santé, Delphine est obligée de parcourir de longues distances ou attendre les consultations médicales gratuites annuelles de la mutuelle du village. Quand on est malade, qu'on pousse de tension, de diabète, il n'y a pas de docteur. Il faut qu'on nous transporte à Sankadikro. Ça ne fait pas bien. Nous n'avons pas de centre de santé dans notre village de Zinzenou. Nous profitons pour avoir ces consultations foraines, le temps d'apporter un peu de santé aux populations de notre village. Pourtant, Zinzenou est peuplé de plus de 5000 âmes. Depuis 2005, les filles et fils travaillent pour doter le village d'un centre de santé. Ce rêve caressé depuis 14 ans est devenu réalité avec la construction d'un dispensaire équipé et du logement de l'infirmier. Aujourd'hui, on vient d'avoir notre centre de santé. Ça permet à nos parents. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un problème, même simple machette, ou bien quand il y a les morsures de serpent, il faut forcément partir ailleurs pour pouvoir se faire soigner. Peut-être qu'on peut perdre la personne en cours de route. Un projet réalisé par la mutuelle de développement des Zinzenou avec le soutien du conseil régional de l'Indénié Douablé. Nous sommes heureux d'avoir achevé ce centre de santé que la population attendait avec impatience, avec insistance. L'infrastructure sanitaire a été inaugurée par les représentants des ministres Abinan Kwaku Pascal et Aka Aoli. Nous, on va faire fonctionner. Voilà. Et nous avons des ressources en personnel pour pouvoir permettre à Zinzenou de fonctionner tout de suite. Pour ajouter à ces dispensaires une maternité, la mutuelle de développement des Zinzenou appelle les cadres à l'union. Et dans notre projet, il faut qu'on ait une maternité. Et donc, c'est notre prochain challenge. On va débuter les travaux de la maternité sur fonds propres, comme on l'a fait pour le dispensaire. Et puis, on va solliciter le conseil régional, on va solliciter d'autres partenaires au développement. Cette cérémonie d'inauguration a été l'occasion pour les filles et fils des Zinzenou de montrer leur union pour le développement du village. Le dispensaire et son équipement, le logement de l'infirmier ont coûté plus de 70 millions de francs CFA. À Yamoussoukro, fin de formation pour les enseignants africains et ivoiriens en mathématiques. 2 semaines de formation à travers plusieurs modules qui visent à dispenser un enseignement de qualité dans nos établissements scolaires. On en parle avec Djeneba Ouattara et Isoro Corona. 40 enseignants de 6 pays africains, 34 issus de 24 établissements privés et publics du secondaire et technique de la Côte d'Ivoire et 4 instituteurs de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de la DREN de Yamoussoukro en fin de stage de perfectionnement en mathématiques à Yamoussoukro. Ces enseignants viennent de recevoir les attestations de fin de formation, sanctionnant ainsi 2 semaines de renforcement des capacités dans les écoles mathématiques africaines et celle de l'école mathématique de Yamoussoukro à l'INPHB. Une initiative de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, SMC. Il s'agit d'améliorer la qualité de l'enseignement dispensé. Ce genre d'activité, doit se multiplier, dans tous les pays. Et pas seulement pour les vacances, qu'on trouve des espaces pour être en contact avec les enseignants de ces collèges pour essayer, de relever les niveaux de façon régulière. Il appartient à vous, les jeunes générations, de prendre la relève. Car ce que nous souhaitons, c'est que l'Afrique puisse apporter au reste du monde autant, sinon plus, qu'elle n'en reçoit. Plusieurs modules ont été enseignés au cours de ces sessions de formation.
suite numérique, calcul intégral pour ne citer que cela. Pour les auditeurs, ce fut une expérience enrichissante. Comment appréhender les matières que les enfants jugent difficiles, trouver des stratégies, les amener à comprendre aussi facilement et savoir que les mathématiques sont à côté d'eux. On a travaillé sur la méthode discontinue. En fait, c'est une méthode que j'ai appris ici, là. C'est pour une première fois pour moi d'apprendre ça. Les différents partenaires saluent cette initiative et comptent soutenir toutes les actions de la CMC pour la vulgarisation des mathématiques. Cette cérémonie de clôture s'est achevée par la distinction des experts venus de la France, de la sous-région ouest africaine et des responsables de la Société mathématique de Côte d'Ivoire. La Société mathématique de Côte d'Ivoire est créée depuis 1977. De retour de la Terre Sainte, les pèlerins du Hadj 2019 de la ville de Kong ont été accueillis par leur communauté. C'était lors d'une cérémonie vendredi 31 août dernier, cérémonie ponctuée de prières pour la paix et la cohésion sociale. Charles Koulou. Kong, une des premières localités islamiques de la Côte d'Ivoire. Ici, les principes musulmans sont mis en valeur chaque année par l'accueil des pèlerins du Hadj. Cette cérémonie marque donc le retour effectif de la Mecque des Hadjas et El Hadj de l'année 2019. Quand tu quittes à la Mecque chez nous, tu viens au village ici, il y a un quartier qui s'appelle Daoura. On te fait bénédiction, on te fait beaucoup de draou. On prend Madjo. Tu viens un peu jusqu'à la mosquée ici. Ça, c'est la tradition. Quand on vient du pèlerinage, on est propre, on est lavé de tout péché. Cette cérémonie, c'est une cérémonie d'accueil du pèlerin, au cours de laquelle on demande au pèlerin de faire des bénédictions, lui étant propre, c'est-à-dire il n'a plus de péché. On pense que vraiment, tout ce qu'il va dire sera agréé par Dieu. Au rang des pèlerins de la ville de Kong, plusieurs cadres, avec à leur tête le ministre des Affaires présidentielles. Il était bon qu'au retour de la Mecque, nous puissions venir à nos origines pour leur expliquer, pour leur dire que nous sommes partis en bonne santé, que nous sommes revenus en bonne santé et que nous avons prié pour tous. Tout ce qu'on peut dire, c'est encore de renouveler toutes les prières qui ont été faites, des prières pour le pays. Nous pensons que le pays a besoin de prières de la part de tous ses fils. La Côte d'Ivoire, comme je l'ai souvent dit, a besoin de cohésion. Je pense que nous avons confié en quelque sorte la Côte d'Ivoire au Tout-Puissant. Et je pense que le Tout-Puissant saura nous écouter. Pour l'année 2019, ils sont au total 31 personnes de Kong qui ont pris part au pèlerinage à la Mecque. Voilà, et le reportage était signé Charles Tatou. On parle religion toujours. Les pèlerins chrétiens catholiques étaient à Lisieux, en France, dernièrement. Là-bas, ils ont raffermi leur foi en marchant dans les pas de Sainte Thérèse. Et Jonathan. Hier, sur les pas de Bernadette à Lourdes, aujourd'hui sur les pas de Thérèse à Lisieux, capitale du pays d'Auge, région de Normandie. Dans la monumentale basilique, où les prêtres ivoiriens ont co-célébré l'Eucharistie, l'atmosphère est à la ferveur sur le temps consacré à la louange et à la gloire de Dieu. Ça m'a fait du bien et j'ai jamais pensé un jour que j'allais découvrir Sainte Thérèse. La spiritualité de Thérèse m'intéresse beaucoup. Et c'est la sainte des petites choses. Il faut savoir donner aux autres. Il faut partager avec les autres. Il faut pouvoir donner de l'amour aux autres. Il faut pouvoir parler aux autres. Étant chrétien, cette démarche s'impose à nous. Des Hautes-Pyrénées en Normandie, les pèlerins ivoiriens de l'association Notre-Dame de Salut poursuivent leur pérégrination. Objectif, revisiter la vie des saintes et en tirer tous les enseignements pour demeurer de bons chrétiens. Un cheminement spirituel qui vaut son pesant de grâce. Avoir les traces de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ça va beaucoup édifier ma foi chrétienne non catholique. Découvrir Sainte Thérèse, découvrir ses saints parents aussi, je ne les connaissais pas du tout. Donc voilà, c'est un peu être sur le chemin de Sainte Thérèse et de la chrétienté et venir rencontrer d'autres frères et sœurs qui, comme moi, la prient. Et puis, sont dans l'admiration de son parcours. Tous les pèlerins qui arrivent à Lisieux tombent d'admiration pour cette sainte contemporaine de Bernadette.
Sainte Thérèse a toujours eu vocation à faire du bien et donner de l'amour par ses petits actes du quotidien et à travers des petites choses. Impensable pour le chrétien au nom de son baptême d'arriver à Lisieux sans visiter les Buissonnais, maison où vécut Thérèse avec ses parents Louis et Zélie Martin. Et nécessité spirituelle, la participation aux messes au Carmel, couvent qui a accueilli Thérèse, la religieuse, jusqu'à sa mort. C'est merveilleux de savoir que toute une famille, le père, la mère et la fille sont saints et puis qui nous aident à marcher dans les pas du Christ. La petite Thérèse, ou Sainte Thérèse de Lisieux ou encore Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, est consacrée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II. Elle reste pour les catholiques du monde entier l'exemple de l'abandon à Jésus. Thérèse enseigne également que passer son ciel à faire du bien sur la terre, comme écrit dans son livre « Histoire d'une âme », c'est donner de l'amour et faire tout avec amour. Et je vous fais lecture de ce communiqué pour poursuivre. Suite à la profanation de la tombe de l'artiste Ouon Ange Didier, dit DJ Arafat, le 31 août 2019, 12 personnes ont été interpellées en relation avec ces événements. Les enquêtes se poursuivent pour l'interpellation de tous les coupables et pour situer les responsabilités à tous les niveaux. Le procureur de la République a été saisi et cet acte ne restera pas impuni. C'est signé le préfet d'Abidjan, Vincent Aubirier, préfet hors grade. Alors donc qu'il avait donné rendez-vous à ses fans, les Chinois, hier 1er septembre pour un spectacle qui allait faire sensation. Le sort en a décidé autrement. La grande faucheuse a eu raison de lui. Inhumé samedi dernier, DJ Arafat, Ange Didier Ouon, de son vrai nom, repose désormais au cimetière de Williamsville. Au cours de ces 3 dernières semaines, son décès aura alimenté l'actualité nationale et internationale. 3 semaines de vive émotion entre larmes et témoignages. On aura compris la dimension de l'artiste. Yorobo, le commandant Zabra, le Daishikan, hommage à l'artiste avec Michel Digré. Il avait pris rendez-vous avec ses fans ce 1er septembre. Mais Arafat Didier part sans livrer la substance de ce qu'il réservait à son public. 1er septembre, je vais faire trembler le monde. Le monde va trembler. Vous allez vous demander, mais c'est quel enfant ça? Enterré ce samedi 31 août, c'est finalement au stade Félix Houphouët-Boigny qu'il fera ses adieux. Au petit matin, le cortège funèbre entre dans l'enceinte du stade. L'émotion est à son comble. La foule est en émoi. Arafat Didier part à l'âge de 33 ans, mais en 3 semaines, il aura réussi à braquer les projecteurs du monde entier sur la Côte d'Ivoire. En 3 semaines, il aura réussi à faire croire, même aux plus sceptiques, la possibilité de la résurrection. En 3 semaines, il aura réussi à faire comprendre le sens de l'amour. Dans cette tristesse, il aura permis à Julien Boileau d'arracher le sourire à ses enfants. Mais Arafat Didier aura aussi réussi à faire pleurer Kader Keïta, lui de nature joviale. Aux alentours de 9 h du matin, le cortège s'ébranle vers le cimetière de Williamsville, où se joue la dernière scène de l'artiste, qui laisse une famille et des fans consternés.
Adieu l'artiste, adieu le Daichi. Voilà, en 3 semaines, il aura donc permis à chacun de comprendre le sens de l'amour. C'est signé Michel Digré. Au Burkina Faso, procès du coup d'État manqué de septembre 2015. Le verdict est tombé. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé ont été condamnés à 20 ans et 10 ans de prison. On termine avec la Tunisie. La campagne pour la présidentielle a officiellement démarré dans le pays. Aujourd'hui, 2 septembre, l'élection est prévue pour le 15 septembre prochain. 26 candidats sont en lice. Ils auront 12 jours pour convaincre les 7,15 millions d'électeurs attendus aux urnes. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.